Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première session de la journée après cette keynote qui, je vous espère, vous a plu et vous a inspiré. Je m'appelle Mathieu Blanc, je suis data architecte chez Xebia depuis maintenant un peu plus de 3 ans et on va essayer ensemble d'étendre un peu les technologies qu'on va vous présenter durant cette journée en parlant de data lake. Donc nous allons voir ensemble les bonnes pratiques à mettre en place et les défis à relever pour faire de l'installation d'un data lake au sein de vos organisations un succès. Tous ensemble, on va make data lake great again. Voilà. Elle a un peu de mal à passer cette blague aujourd'hui. Bon. Alors, à l'instar de cette keynote, alors, un petit problème technique évidemment. Hop. Pas grave, on va faire manuellement. Je vais vous faire participer. Donc, je vais vous demander de lever bien la main et je vais vous demander qui pense dans cette salle savoir ce qu'est un data lake. Une bonne moitié. Parmi ceux-ci, qui a déjà mis en place un data lake au sein de son organisation? Bon. Voilà, très bien. Et enfin, qui est en train de mettre en place un data lake ou envisage de mettre en place un data lake? Levez bien la main pour que les commerciaux de Xebia puissent vous repérer facilement et se jeter sur vous dès la fin de cette session. Donc, je plaisante. Alors, on vit actuellement un véritable engouement pour ce que la presse spécialisée nomme, avec un petit peu d'ambiguïté, le big data. En général, en insistant sur les fonctionnalités techniques apportées par ces nouvelles technologies, le volume de données qu'on peut traiter, la variété de données qu'on peut traiter. Je vous propose de commencer cette session en revenant aux fondamentaux et en nous posant la question finalement à quoi bon? Pourquoi mettre en place ces technologies big data? Pourquoi instancier des data lakes au sein de notre organisation? Alors je vais vous proposer un but, sans doute un peu idéalisé, de l'instanciation d'un data lake au sein d'une organisation qui serait le suivant. La création d'une ressource unique et centralisée de toutes les données utiles à une entreprise, interne ou externe, accessible en libre service par la population la plus étendue possible de mes collaborateurs pour l'analyse de ces données, mais pas seulement, pour permettre la création de produits innovants à partir de cette donnée, comme des modèles prédictifs par exemple, et finalement transformer son entreprise en une entreprise véritablement data-driven. Voilà, vaste programme. Alors, si le mot-clé data-driven vous intrigue, je vous encourage à cette occasion à aller voir en début d'après-midi la session qui sera proposée par Nicolas Tonoz à ce sujet. Pour en venir au data lake, c'est donc le partage de la donnée et l'accessibilité de ces données en libre service qui va être le but principal d'une telle initiative. C'est par ce partage et par cette accessibilité que va naître l'innovation à partir de la donnée dans votre entreprise. L'innovation n'est pas quelque chose qui se décrète, qui se budgétise avec une roadmap, c'est toujours quelque chose qui va émerger d'une culture qui se pense et qui s'organise. Donc le data lake n'a pas vocation à rester la chasse gardée des data scientists et data ingénieurs. Alors évidemment, une telle entreprise n'est pas sans écueil. Il va y avoir un certain nombre de défis à relever pour faire de l'installation d'un data lake un succès. La création d'un data lake nécessite la maîtrise de technologies diverses et variées. Alors, on ne va pas décrire ces technologies durant cette session, mais qui sont toujours plus nombreuses et qui ne cessent d'évoluer. De plus, il existe un certain déficit de main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui capable de maîtriser ces technologies, qui, si l'on en croit la presse spécialisée, ne va pas aller en s'améliorant. Donc les ingénieurs capables de maîtriser ces technologies sont rares, ce qui est cher, ce qui peut avoir un impact sur le retour sur investissement d'une telle entreprise. Et jusqu'à preuve du contraire, les salariés des entreprises ne sont pas massivement convertis en data scientists ou data ingénieurs chevronnés. Il n'existe pas aujourd'hui de solution sur étagère capable de transformer magiquement le déploiement d'un cluster Hadoop, la technologie la plus souvent associée à ce concept, en un véritable data lake opérationnel au sein de nos entreprises. Enfin, un data lake va devoir être proactivement managé. Concrètement, cela signifie qu'un certain nombre de ressources humaines, technologiques, budgétaires devront être dédiées à l'organisation, le monitoring et la cohérence de l'ensemble du data lake et pas seulement des différents cas d'usage qui émergeraient des données de celui-ci. Okay. Donc un data lake doit être vu comme une entité vivante dans laquelle les process de management, de sécurisation de la donnée, de gouvernance de la donnée sont bien définis et bien mis en pratique.
Alors c'est peut-être un peu difficile à entendre aujourd'hui, avec cet engouement actuel pour le big data, mais avant d'en arriver à la partie que le New York Times qualifie de sexy, c'est-à-dire la data science, la création de valeur à partir de la donnée, il va falloir mettre en place des tâches sans doute un peu fastidieuses de management de la donnée au sein de ce data lake. Alors on va faire un petit retour en arrière et on va se demander comment en est-on arrivé à ce paradigme du data lake. Alors pour des raisons technologiques, historiques, organisationnelles, l'organisation par projet dans le secteur IT, la croissance sectaire des entreprises, l'histoire de l'informatique tout simplement, les données internes d'une entreprise sont réparties dans des technologies aujourd'hui diverses et variées, souvent peu ou pas compatibles entre elles. On insiste ainsi à une certaine fragmentation de la donnée, une certaine thésaurisation de la donnée auprès des différentes équipes qui constituent le secteur IT de nos entreprises, rendant celui-ci finalement un espace assez peu collaboratif. Donc, ces différentes sources de données peuvent être assimilées à des silos, ce qui sous-entend une certaine isolation des données en leur sein et rend de fait très compliqué et onéreux le croisement de données provenant de différentes sources au sein de mon architecture IT. Dans les années 2000, les grands du web, et Google en premier lieu, ont fait émerger des technologies permettant la création de systèmes de fichiers distribués sur un nombre arbitraire de serveurs communs, c'est-à-dire peu cher. On parlait alors de commodity hardware. Ces technologies ont fait émerger l'écosystème autour du projet open source Hadoop, qui lui-même a fait émerger ce paradigme du data lake. Donc, un data lake principalement constitué par ce système de fichiers distribués va permettre de stocker les données utiles à une organisation, indépendamment des sources des données qui les ont produites et de leur format, pour un coût de stockage faible. Voilà. Donc il n'y a théoriquement pas de limite à ce que l'on peut y stocker, pas de limite en volume. On passe à l'échelle par simple ajout de serveurs sur mon cluster de machines. Pas de limite en variété de données. On peut y stocker des données structurées, qui possèdent un schéma provenant par exemple de bases de données relationnelles, NoSQL, de mainframe, mais également des données dites non structurées, comme des vidéos, des images, des fichiers sonores, des textes bruts. Alors, je l'ai déjà évoqué, ce paradigme du data lake concerne principalement l'écosystème Hadoop, mais pas seulement. Tout système de fichiers distribués capable de monter à l'échelle et de recueillir en son sein des données indépendamment de leur format peut être assimilé à un data lake. Citons par exemple les produits offerts par les clouds publics tels que AWS S3, Google Cloud Storage ou Microsoft Azure. Donc, de par l'explosion récente du volume de données générées et de la variété de données générées provenant par exemple d'applications mobiles, de l'Internet des objets, de capteurs connectés, ce paradigme du data lake est adopté par un nombre toujours plus important d'organisations. Alors, cette analogie aquatique du data lake est un terme qui fut introduit en 2010 par James Dixon, le CTO de Pentao, qui comparait alors, à l'époque, ces nouveaux dépôts uniques de données, réalisés à l'aide des outils de l'écosystème Hadoop, aux traditionnels, dans des entreprises comme Facebook ou Yahoo par exemple en 2010, aux traditionnels data mart et data warehouse. Okay. En effet, ce n'est pas la première fois que les entreprises tentent de centraliser leurs données, au moins pour analyse. Depuis la fin des années 80, à l'aide d'équipes dites de business intelligence, les entreprises ont massivement investi dans la mise en place et la maintenance de data warehouse. Donc, qu'est-ce qui distingue finalement le data warehouse d'un data lake ? Dans le monde du data warehousing, pour pouvoir répondre aux questions que se poserait une organisation, on va définir un modèle de données plus ou moins complexe que l'on va alimenter en sélectionnant parmi mes différentes sources de données certains attributs de mes différentes sources de données que l'on va extraire et que l'on va transformer pour pouvoir les projeter dans ce modèle de données. Donc une étape souvent décrite par le sigle ETL pour Extract, Transform and Load. Et donc les différents data analysts vont pouvoir interroger ce modèle de données défini a priori pour pouvoir répondre aux questions que se pose l'organisation, créer des rapports, etc. Alors c'est un système qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas sans quelques difficultés, sans quelques problèmes. Premier problème, qui est peut-être un peu discutable, mais c'est souvent très cher. En général, ça implique l'utilisation de technologies propriétaires qui ont un coût de licence non négligeable, voire même qui ont besoin pour tourner sur des appliances ad hoc spécifiques, elles aussi onéreuses.
Mais ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est que c'est relativement peu flexible. Adapter le modèle de données d'un data warehouse pour pouvoir répondre à des questions supplémentaires que se poserait une organisation, ou pour prendre en compte tout simplement l'évolution des systèmes sources de mon organisation IT, va faire intervenir des professionnels sur toute la chaîne de traitement de données et va s'avérer fréquemment long et coûteux. On parle fréquemment de mois de travail pour faire évoluer un système de data warehouse. Enfin, on a créé un modèle de données a priori, on a sélectionné des données dans mon architecture IT. Donc, les éventuels signaux faibles qui seraient présents dans les données non retenues produites au sein de mon organisation vont être perdus. Voilà. Dans un data lake, on va conserver toutes les données de son entreprise non transformées provenant des différentes sources de données de mon organisation. Et ce n'est qu'en fonction de chaque usage spécifique que l'on va, au sein du data lake, sélectionner les données et les transformer. Donc données brutes. On y stocke les données de l'entreprise sans présupposer de leur utilité dans le cas d'usage futur. Okay. Ce qui fait que théoriquement, un data lake va s'adapter aisément au changement et va permettre d'obtenir une connaissance approfondie de ses clients, de son entreprise, de son organisation, beaucoup plus rapidement avec une bien meilleure réactivité. Voilà. Donc si on peut voir les data marts ou les data warehouses comme un magasin de données prêt à la consommation, tel des bouteilles d'eau, il faut voir le data lake comme une grande étendue de données brute, à l'état brut ou naturel, dans lequel l'ensemble des parties prenantes d'une organisation vient piocher pour une utilisation adaptée à ses besoins. Alors, si l'on s'en tient à cette comparaison, somme toute un peu caricaturale entre data warehouse et data lake, on est en mesure de se demander, mais qu'attendons-nous pour migrer massivement tous nos data warehouse en data lake? Alors, pas si vite. Dans cette volonté farouche de distinguer le data lake du data warehouse, on a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain, et un tel dépôt de données sans gouvernance revêt un risque fort d'être inutilisable. Si vous vous contentez de déverser vos données non transformées provenant des différentes sources de données de votre entreprise dans un cluster Hadoop, par exemple, vous risquez fort de vous retrouver non pas avec un lac de données, mais avec un marécage de données. Les données utiles à votre organisation seront perdues dans la masse. Ces fameuses données brutes ne seront pas documentées. Sans gouvernance et sans sécurisation de la donnée, un nombre extrêmement restreint de vos collaborateurs auront accès à ce data lake, et donc le retour sur investissement d'une telle entreprise ne sera pas au rendez-vous. Alors, avant de plonger tête baissée dans l'eau du lac, voyons ensemble les défis à relever pour faire de l'implémentation d'un data lake au sein de votre organisation un succès. Alors, le premier défi à relever va être ce que les anglo-saxons nomment la data discoverability, c'est-à-dire la mesure de la capacité qu'auront les utilisateurs de votre data lake à trouver la donnée nécessaire à leur cas d'usage au moment opportun. Voilà. Si vous ne relevez pas ce défi, vos collaborateurs se retrouveront face au problème de l'aiguille dans une botte de foin. Pour que votre data lake soit réellement flexible, les utilisateurs de celui-ci devront être capables d'associer la bonne donnée au bon usage sans que cette découverte soit conditionnée par d'innombrables et interminables réunions avec les différents propriétaires de la donnée au sein de votre organisation. Alors, pour relever ce défi, il va s'agir de constituer un véritable catalogue des données de votre data lake dans lequel seront stockées les métadonnées des données que vous allez ingérer dans votre data lake. Donc, métadonnées, les données sur les données, qui seront constituées du nom des jeux de données que qui vont alimenter votre data lake, de leur format, de leur provenance, d'une description de ces jeux de données, mais également du nom, description des attributs, des champs qui constituent ces jeux de données. Donc le nom de ces attributs, le nom de ces champs, leur type, une description de chacun de ces champs, etc. Et de toute autre information que vous jugerez nécessaire à l'exploration aisée de votre data lake. Ce catalogage devra être automatisé autant que possible, par exemple par extraction des métadonnées déjà présentes au sein des systèmes sources qui vont alimenter votre data lake. Et il devra être mis à disposition de vos collaborateurs en indexant ce catalogue pour permettre une recherche rapide et efficace, et en mettant ce catalogue à disposition d'applications tierces, par exemple, au travers d'une API, mais également à vos collaborateurs à travers une interface web. Ce qui permettra à vos collaborateurs non seulement d'explorer votre data lake, mais également de contribuer à l'amélioration continue de ce catalogue. Dans le cas où une extraction des métadonnées automatique ne serait pas possible,
Vous allez pouvoir utiliser l'intelligence de la foule de vos collaborateurs qui vont pouvoir améliorer de manière continue ce catalogue des métadonnées de vos data lakes. Le deuxième problème à résoudre va être la mise à disposition des données de vos data lakes à vos utilisateurs. Et on rappelle, nous avons pour ambition que cette population soit la plus étendue possible. Donc ce n'est pas le tout de rendre ces données disponibles, vous allez devoir vous assurer de la facilité d'utilisation de ces données. En fonction de leur profil et de leur expérience, les utilisateurs vont vouloir utiliser des technologies très différentes pour explorer, analyser et traiter ces données. Si les data scientists et data ingénieurs vont être capables de manipuler des données brutes avec des outils comme des langages de programmation R, Python ou des frameworks de traitement distribué de la donnée comme Spark, la plupart de vos collaborateurs vont vouloir utiliser des applications tierces telles que des outils de BI ou des outils de data visualisation pour explorer les données de vos data lakes. Citons par exemple des outils comme MicroStrategy, type CoSpotFire, Tableau, ClickView, etc. Outils qui en général vont pouvoir requêter vos données en SQL. Okay. Alors, s'il est possible de manipuler effectivement des données brutes, est-ce nécessairement une bonne idée, hein ? Le problème avec les formats de données brutes, qui sont principalement des formats texte, c'est que vous allez devoir parser ces données à chaque utilisation de celles-ci, ce qui va s'avérer long et coûteux. Les structures complexes comme des fichiers JSON, XML ou COBOL vont devoir être mises à plat. Vous allez devoir convertir ces données dans un charset standard UTF-8. Les caractères de contrôle présents dans la donnée, tels que les headers, les footers, vont devoir être supprimés. Les data scientists vont devoir deviner les formats des dates au sein de ces jeux de données brutes ou des montants au sein de ces jeux de données brutes. Donc il est dans l'intérêt de personne de recruter des data scientists, ressources rares et qualifiées, pour occuper la majorité de leur temps à leur faire déplacer des virgules dans des fichiers CSV ou leur faire deviner le format d'une date au sein d'un jeu de données. Donc on insiste sur la capacité de ces outils, et je viens de le faire également, à pouvoir recueillir des données non structurées en sens 1. Le secret est le suivant, l'écrasante majorité des données utilisées en entreprise sont des données structurées, qui possèdent un schéma implicite, explicite ou implicite. Schéma qui va être amené à évoluer, ce qui va entraîner en général le refactoring de nombreux codes de traitement de la donnée, voire un reprocessing important de l'historique de mes données au sein de mon data lake. Enfin, il va vous falloir mettre à disposition les données de votre data lake à la bonne attraction pour le bon usage. Dans le cas d'une analyse ou pour la création de rapports, en général, vos collaborateurs vont vouloir obtenir les données les plus à jour des différentes jeux de données qu'ils vont analyser. Les data scientists qui vont vouloir créer des modèles prédictifs, eux, vont s'intéresser à l'évolution de ces jeux de données et donc à l'historique de chacun de ces jeux de données. Et donc, il va vous falloir donner à vos collaborateurs la bonne abstraction de données pour les bons profils. Alors, pour résoudre ce problème de data provisioning, une solution consiste à adopter un modèle mixte dans lequel la donnée brute est conservée, mais où la mise à disposition de ces données dans un format efficace, capable de supporter certaines évolutions de schéma, telles que Parquet, Avro ou ORC par exemple, est automatisée. Cette étape va permettre de standardiser nos données et les rendre requêtables par des technologies déjà maîtrisées au sein de l'entreprise. Donc pour rendre votre data lake efficace, il est important de réduire au maximum le temps et le coût entre l'acquisition de ces données brutes et la mise à disposition de ces données dans un format performant, efficace et utilisable à travers des outils comme Hive, Impala par exemple, qui sont interopérables avec les outils traditionnels de BI ou de data visualisation. Donc ce catalogue de métadonnées que nous avons constitué va nous permettre d'automatiser cette étape. Dans la mesure où vous aurez bien décrit les données brutes qui vont alimenter vos data lakes, vous pourrez par exemple, à travers un outil comme Spark, parser automatiquement ces données en se basant sur les informations présentes dans le catalogue et écrire le résultat de ce parsing de données dans un format performant comme Parquet, par exemple, accessible à travers des outils comme Hive Impala. Alors, une bonne organisation de vos data lakes va être indispensable à la maîtrise de celui-ci. Classiquement, ce que vous allez vouloir faire, c'est séparer votre système de fichiers distribués en zones logiques qui vont représenter les différentes étapes du cycle de vie de vos données au sein de vos data lakes.
Typiquement, les données brutes qui proviennent des sources de données de votre organisation vont atterrir dans une zone dédiée que l'on va appeler landing zone, par exemple, raw zone, zone de données brutes, si on préfère le français. Votre système de provisionnement automatique de la donnée va pouvoir piocher dans cette zone de données brutes et mettre à disposition des données propres, performantes, efficaces dans des zones dédiées qu'on va appeler par exemple Master Data Zone, Clean Data Zone, on voit aussi le terme de Gold Data Zone. Donc éventuellement plusieurs zones en fonction de l'abstraction que l'on veut mettre en place, la référence et l'historique. À partir de ces zones, dans lesquelles les données sont utilisables facilement par vos collaborateurs, ils vont pouvoir travailler, faire des proof of concept à partir de ces données et écrire le résultat de leur travail, par exemple, dans une zone de travail dédiée. Pour les traitements de la donnée qui seront promus en production, ces traitements vont pouvoir écrire le résultat de leur travail dans une zone dédiée qui sera accessible à l'extérieur pour pouvoir, par exemple, exporter le résultat de ces traitements à des systèmes cibles opérationnels. Voilà, c'est un exemple d'organisation possible qui peut s'adapter aisément à vos contraintes de votre organisation. Alors ce n'est pas le tout. Encore faut-il que je puisse faire confiance aux données présentes dans mon data lake. Sont-elles à jour? Sont-elles complètes? Quelle est la profondeur d'historique de mes jeux de données? Donc en vérité, les problèmes de qualité des données existent depuis des décennies. Ils ne sont en rien spécifiques au data lake. En revanche, ce paradigme du data lake, de par le volume de données intégrées et la variété de données intégrées, rend d'autant plus urgente et difficile la résolution de ces problèmes. Donc l'écosystème Hadoop seul n'offre que très peu de capacité de validation des données out of the box. Traditionnellement, cette validation des données faisait partie de la fameuse étape ETL de nos systèmes de data warehouse. Avec les data lakes, la validation des données n'est ni automatique, ni standard et bien souvent négligée. Alors, je vous propose une solution qui consiste à intégrer cette étape de validation dans le provisionnement automatique de la donnée dont on vient de parler. Au sein du catalogue de données, vos collaborateurs, les data ingénieurs, les data scientists, les data stewards, qui sont un profil adapté à ce genre de travail, vont pouvoir remplir les critères de validation de chacun de vos jeux de données, critères de validation qui vont redescendre à votre système de provisionnement automatique de la donnée, qui lui-même va permettre de remonter à notre catalogue des métadonnées opérationnelles sur les jeux de données qui alimentent mon data lake. Donc ces métadonnées opérationnelles pourront être par exemple la liste des indicateurs sur les fichiers enregistrements qui ont été ingérés ou qui ont été rejetés, ce qui va vous permettre de créer un véritable système de monitoring et d'alerting au niveau de la donnée et non pas au niveau software. Mais également, ça va nous permettre de pouvoir faire du profiling statistique sur la donnée qui alimente mon data lake. Donc, je vais pouvoir, pour chacun des attributs de mes jeux de données, par exemple, obtenir la cardinalité d'un attribut, le top des valeurs de celui-ci, et pour les attributs de type numérique, faire un vrai profiling statistique me donnant la moyenne, la déviation standard, un histogramme de ces jeux de données, ce qui va potentiellement accélérer fortement l'exploration de ces données dans le futur par les utilisateurs de mon data lake. Dernier défi à relever pour aujourd'hui, si vous ne sécurisez pas les données de vos data lakes et si vous ne protégez pas suffisamment les données privées personnelles qui seront ingérées dans vos data lakes, un nombre très restreint d'utilisateurs pourront y avoir accès. Et donc, le retour sur investissement de Initiative ne sera pas au rendez-vous. Donc, s'assurer de la bonne gouvernance et de la bonne sécurisation des données est indispensable à la réussite de vos data lakes. Cette sécurisation va passer par la mise en conformité de vos data lakes avec vos contraintes d'authentification et d'autorisation des process et des utilisateurs, ce qui aujourd'hui est devenu relativement aisé en s'interfaçant avec le protocole Kerberos, par exemple, dans le monde d'Hadoop. Mais pas seulement. Il va falloir imposer des contraintes d'accès aux données à un niveau plus fin et être capable de définir quelles données chaque type d'utilisateur sera autorisé à manipuler. Donc, votre data lake devra donc être en mesure de supporter des mécanismes de chiffrement, déchiffrement de la donnée, d'obfuscation des données au niveau des champs de chacun des jeux de données, au niveau des attributs de chacun des jeux de données. Ce qui va permettre par exemple à vos collaborateurs d'avoir accès à la base de données des clients de votre organisation par exemple, sans pour autant avoir accès aux données privées personnelles de vos clients.
Alors, une solution possible pour cette protection des données privées personnelles va consister, à l'instar de la validation de données, à intégrer l'imposition de ces contraintes au moment du provisionnement automatique de données dont on a déjà parlé. Donc, au sein des zones de gouvernance des données non data lake, je vais pouvoir créer une zone dédiée, qu'on va appeler zone sensible par exemple, dans laquelle les données brutes qui contiennent des données privées, des données sensibles, vont atterrir. Cette zone dite sensible sera bunkerisée, c'est-à-dire qu'elle sera accessible par un nombre extrêmement restreint de vos collaborateurs, uniquement les administrateurs du data lake. Et ces données qui contiennent des données sensibles vont pouvoir être mises à disposition de vos collaborateurs. Au sein de votre catalogue de données, les data stewards vont pouvoir marquer les attributs des jeux de données qui sont sensibles, métadonnées qui vont redescendre auprès de votre système de provisionnement automatique de la donnée, qui pourra à la volée, au niveau du provisionnement, chiffrer, supprimer, obfusquer les données privées sensibles. Alors, si l'on résume ce qu'on s'est dit aujourd'hui, pour éviter ce phénomène du marécage de données et pour faire de l'installation à data lake un succès, il va vous falloir cataloguer les données de votre data lake, mettre à disposition ce catalogue auprès de la population la plus étendue de vos collaborateurs, à travers d'outils comme des interfaces web, des index, etc. Vous allez créer des zones de gouvernance au sein de vos data lakes, et tout ceci va vous permettre d'automatiser la mise à disposition de ces données dans un format propre, performant, interopérable avec les outils de votre organisation, mais également la validation de ces données et la protection des données privées personnelles qui seraient contenues dans ces données. Alors, on assiste aujourd'hui à un changement majeur de paradigme dans le monde de la donnée. Les data warehouses omniprésents, qui sont le fondement de la business intelligence et de l'analyse de données, cèdent de plus en plus la place à ce nouveau paradigme qu'est le data lake, qui apporte bien plus qu'un simple renouveau technologique, mais qui permet la création de produits innovants à partir de la donnée, comme des modèles prédictifs, des moteurs de recommandation, des détecteurs d'anomalies, des visions 360 sur nos clients, etc. Et donc, ce qui apporte principalement ces nouveaux paradigmes, finalement, c'est une certaine démocratisation de la donnée, la possibilité de donner accès aux données de mon organisation à mes collaborateurs. Le problème majeur que les entreprises doivent résoudre aujourd'hui est le suivant: comment puis-je mettre à disposition mes données à mes collaborateurs de manière propre, utilisable et sécurisée? Alors, cette analogie du data lake, cette analogie naturelle du data lake a ses limites, vous l'avez peut-être constaté durant cette présentation. On peut s'essayer une analogie qui serait peut-être un peu plus, qui a ses limites aussi, mais qui serait peut-être un peu plus à jour de ces nouvelles technologies, qui serait finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer la bibliothèque des données dans notre entreprise, ou finalement la marketplace des données dans notre entreprise, l'Amazon, l'eBay, le Wikipédia des données au sein de notre entreprise. Donc il y a encore un petit peu de chemin à faire. Et donc, la bonne gouvernance et la bonne gestion des métadonnées de votre data lake sera la clé du succès de l'instanciation de celui-ci. Si vous ne maîtrisez pas les métadonnées de votre data lake et la gouvernance des données, votre data lake risque fort d'être un échec. Alors, je ne suis pas le seul à le penser. Le cabinet de conseil Gartner est particulièrement pessimiste et il prédit qu'en 2018, près de 2/3 des initiatives de création de data lake vont échouer du fait de cette mauvaise maîtrise de ces données au sein des data lakes. Alors, pour conclure cette présentation, chez Xebia, nous avons eu la chance de travailler et de participer à la mise en place d'un certain nombre de data lakes au sein de l'organisation. Chez chacune de ces organisations, nous avons créé des projets, des produits sur mesure capables de réaliser tout ou partie des fonctionnalités que je vous ai proposées aujourd'hui. Et constatant, comme tout le monde, ce déficit de main-d'œuvre qualifiée et constatant également que cette partie management de la donnée était assez fastidieuse et que finalement la partie la plus intéressante, c'était la création de valeur à partir de la donnée, la data science ou des choses comme ça, c'est assez naturellement qu'on a pris l'initiative d'en faire un produit qui, on l'espère, nous allons pouvoir le proposer au marché en début de l'année 2017. Et donc, si vous êtes intéressé pour aller un peu plus profondeur dans ce que je vous ai raconté dans cette session et voir un peu ce qu'il est possible de faire pour faire de la notation d'un data lake quelque chose de beaucoup plus rapide et efficace et se concentrer sur la partie intéressante, c'est-à-dire la création de valeur à partir de données,
Je vous encourage à venir nous voir. Donc Julien Buret, qui est au fond de la salle, CTO de Xebia, et moi-même. On se retrouvera près de la maquette la plupart du temps dans la journée. Et on peut vous montrer une petite démonstration de ce produit qu'on espère rendre disponible sur le marché en début de l'année 2017. Avec ceci, je vous remercie. Et je pense qu'on a un peu de temps pour des questions. Bonjour. Tu as été très clair et tu as bien insisté sur le fait que le sujet principal, enfin un des freins à la réussite, c'était l'absence d'un data catalogue. On a vu plein de technos sur l'amont, sur le stockage, sur l'aval, la consommation, etc. Est-ce qu'il y a des technos aujourd'hui, en dehors de votre futur superbe outil Xebia, pour faire un bon data catalogue? C'est la première question. Et j'ai une deuxième question. On parle beaucoup d'alimentation automatique des métadonnées dans ce data catalogue. Effectivement, ça semble louable, mais il me semble que le sujet principal, c'est pas la métadata technique, c'est la métadata sémantique. Enfin, c'est d'être capable de donner du sens à cette donnée pour pouvoir la consommer correctement en aval. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, je pense pas que ça soit automatisable, ou alors vous faites beaucoup d'IA, effectivement, mais est-ce que vous travaillez aussi sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des solutions Alors, tu as un peu répondu à la deuxième question. La première question, en fait, non, il n'existe pas aujourd'hui de projets open source. Il y a des initiatives. Typiquement, dans la distribution de Cloudera, il y a quelque chose qui s'appelle Cloudera Navigator, qui va essayer plus ou moins de... Bon, c'est moyen, voilà. Apache Ranger, je pense, qui est un projet open source, essaye de faire à peu près la même chose, mais c'est des technologies qui sont très immatures. Le catalogue que j'ai moi rencontré, le plus mature, mais qui n'est encore pas tout à fait ça, il n'est pas dans le monde Hadoop, il est dans le monde Kafka, qui s'appelle le schéma registry, qui, en gros, c'est les mêmes concepts, sauf qu'on est dans le monde Kafka, donc c'est-à-dire on est dans le monde des flux continus de données, et de la même façon, ils ont constaté qu'ils ont besoin d'un catalogue de données pour pouvoir gérer correctement leur flux de données, et donc ils ont créé un outil qui s'appelle schéma registry, qui permet de décrire fonctionnellement ces données en format Avro, voilà, et qui permet de traiter ces données. Alors, pour information, on avait, nous, tenté à l'époque d'utiliser un schéma registry pour faire le catalogue de notre data lake. Bon, finalement, ça ne nous a pas convaincus. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à créer notre propre outil. Et sinon, il y a des outils propriétaires qui commencent à arriver sur le marché, qui sont maintenant plutôt aux États-Unis. Voilà. La deuxième question, rappelle-moi, la sémantique. Alors non, effectivement, tu as un peu répondu. La seule possibilité aujourd'hui qui est offerte, c'est de faire l'intelligence artificielle sur les données pour pouvoir en créer de la sémantique automatique. Alors, on a déjà mis en place au sein de certains clients une certaine inférence de ces métadonnées, c'est-à-dire pas besoin d'alimenter automatiquement les données à partir de métadonnées techniques qui existeraient sur données, mais je suis capable, à partir de la donnée brute, d'inférer le nom des attributs, leur type, leur champ, leur format, etc. Mais ça reste assez limité. Et donc, pour pouvoir faire cette inférence, il va falloir plutôt utiliser des outils dits de data wrangling, c'est-à-dire de traitement de données brutes, des choses comme Trifacta, par exemple, ou des choses comme ça qui vont permettre de faire ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas d'autres questions? Si. En termes de gouvernance de la data, donc on a vu qu'il y a une problématique sur le data lake, mais souvent les architectures sont plutôt de type hybride. On a le data lake d'un côté et on garde, donc on sert un data warehouse au-dessus pour l'exposition opérationnelle d'une donnée qui contient une couche de sémantique métier. Et du coup, ces outils de gouvernance, est-ce qu'ils doivent être cross data lake, data warehouse ou spécialisés par... Alors, je ne sais pas, mais il y a peu de chances que ça soit facile et possible de les rendre cross-fonctionnels, surtout que les outils de data warehouse sont souvent des outils propriétaires avec lesquels c'est assez difficile d'interagir en général, donc ça paraît compliqué. Et donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde mixte dans lequel les data warehouses existent toujours, hein, c'est une bonne chose, et on fait plus ou moins de l'offloading, de data warehousing côté data lake, petit à petit. Donc non, il n'y a pas vraiment de bonnes solutions aujourd'hui qui permettent d'avoir une centralisation globale de ces métadonnées, à la fois les données data lake et les données data warehouse. Ça va être des mondes qui vont être assez incompatibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup et je vous propose de
pouvez venir nous voir si vous avez des questions supplémentaires.